Bonjour à tous. Donc le dernier topos aujourd'hui, c'était d'aborder un petit peu les protocoles thérapeutiques qui sont en cours au cours des vascularites et aussi d'expliquer un petit peu ce qui fait parfois la logique du raisonnement pour développer un protocole thérapeutique parce que vous êtes forcément directement concerné par les protocoles thérapeutiques parce que on va le voir grâce au groupe français bien sûr, mais au groupe américain et au groupe européen qui sont les trois grands groupes dans le monde qui travaillent sur les vascularites. Il y a eu des grandes avancées qui ont été faites, il y a la prise en charge aujourd'hui qui est bien meilleure qu'elle n'était auparavant et ça c'est grâce à l'action combinée des patients qui participent au protocole parce que c'est indispensable d'avoir cette évaluation dans la vraie vie et du cheminement on va dire intellectuel qui fait qu'on pense que cette question est la bonne. Et ce qui globalement détermine aujourd'hui un petit peu les protocoles qui pourraient vous être proposés à un moment ou dont vous pourriez entendre parler, c'est un petit peu quelle est la problématique actuelle. Et ça c'est un graphique que vous a montré Loïc tout à l'heure, qui était de se dire qu'au début, dans les années 50 et 80, la préoccupation c'était de faire en sorte que les patients atteints de vascularite ne meurent pas. Et donc on voyait en effet que quand on ne donnait pas de traitement, c'était bien pire que quand on en donnait un. Ça c'est une courbe de survie globale, et en gros plus la courbe baisse, ça veut dire que moins la proportion de patients qui restent en vie est importante. Mais globalement les choses ont progressé. Le groupe français a développé ce score qu'on appelait le 5-factor score qui permettait de stratifier un peu la prise en charge selon la sévérité. Les malades les plus sévères recevaient de la cortisone et des immunosuppresseurs, et ceux qui étaient moins sévères recevaient que de la cortisone pour essayer encore une fois d'adapter cette balance entre les pour et le contre. Donc voilà. Et ça a permis, jusqu'à il y a 10 ans, de vraiment faire une stratégie qui était adaptée un petit peu à chaque patient, à la sévérité. Mais grâce à ça, eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, si on regarde la proportion de patients, ça c'est la proportion de patients qui montent, qui sont en rémission à 6 mois, on voit que les schémas qu'on a aujourd'hui permettent d'endormir la maladie. Ça c'est l'exemple des vascularites à ANCA, mais c'est un petit peu le même pour toutes les vascularites. Et on voit que globalement, les traitements qu'on donne marchent très bien. Donc on a des schémas très efficaces. Et on voit que d'appliquer un peu ce score adapté où on traite selon la sévérité, ce 5-factor score, ce FFS, eh bien on voit que les patients qui avaient un mauvais pronostic avant, eh bien on voit qu'ils sont équivalents à ceux qui n'avaient pas les facteurs de mauvais pronostic. Donc globalement, c'est pourquoi aujourd'hui, les préoccupations, c'est plus la phase aiguë, c'est plus sauver entre guillemets la vie des patients parce que ça fait de nombreuses années maintenant que c'est fait, mais c'est de prendre en compte le devenir à long terme, donc sur des mois, sur des années. Et vous voyez par exemple sur des études qui avaient été faites par le groupe européen, que si on regardait les causes de décès la première année, on voit que la cause numéro 1 c'était les infections, et vous voyez que Xavier vient de vous dire notamment que les corticoïdes peuvent donner des infections, Loïc Guivin a parlé des traitements comme les immunosuppresseurs, le rituximab, tout ça qui peuvent donner des infections. Donc il faut qu'on arrive à faire en sorte d'être aussi efficace mais avec moins d'infections. Et on voit également qu'après la première année, une des causes principales de mortalité, c'est le risque cardiovasculaire. Et Xavier vient de vous dire notamment qu'avec la cortisone, il y a ce risque d'encrassement des artères. Et donc c'est juste pour dire que maintenant qu'on a des schémas efficaces, et que globalement la survie est devenue très très bonne sur le long terme, il faut prendre en compte ça, et c'est ça qui va motiver un petit peu les axes sur lesquels on réfléchit à des protocoles. Et l'autre chose qui est très importante, et ça Xavier avait repris le devenir à 10 ans d'une étude dont vous a parlé Loïc Guivin qui comparait l'Immurel et le méthotrexate, et vous voyez que les rechutes, ça c'est plus la courbe baisse, plus les rechutes sont fréquentes, vous voyez que ça reste une problématique qui persiste, et là je retombe sur M. Guivin ce qu'il disait, c'est-à-dire que les rechutes sont également importantes. Donc les infections, le risque cardiovasculaire sont problématiques sur le long terme, les rechutes, et donc tout ça forcément la question de le poids des traitements, immunosuppresseurs, le poids de la cortisone. Et donc quand on prend l'ensemble des vascularites systémiques, et qu'on se dit un petit peu qu'est-ce qui est en cours de développement et qui est actuellement, on va dire,
les pathologies sur lesquelles les études sont les plus nombreuses et les protocoles thérapeutiques, et vous pourriez, on va dire, être amené, ou des gens que vous connaissez à être peut-être impliqués dans des études, eh bien, on voit que, juste avant d'ATG, par exemple, la périartérite noueuse, qui est une pathologie que certains d'entre vous ont peut-être ou connaissent des patients, eh bien, c'est une vascularite qui est devenue assez rare, même si on a l'impression que peut-être elle est un peu moins rare ces dernières années. Et donc, ce qui fait la rareté, fait que les protocoles thérapeutiques sont difficiles, parce que pour pouvoir conduire un protocole, il faut des idées, il faut des patients pour participer, donc il faut une pathologie qui soit, même si on parle de maladies rares, pas trop rare, et il faut des financements, et notamment on a la chance d'avoir souvent des financements publics du ministère de la Santé, mais qui prennent en compte quand même l'impact que ça peut avoir en termes de santé publique, et donc il faut que ça soit une maladie rare, mais pas trop rare, parce qu'elle peut avoir, on va dire, un impact important. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, par exemple, sur la périartérite noueuse, il n'y a pas d'études et de protocoles en cours, et que notamment sur les vascularites, comme les cryoglobulines, qui sont très rares, il n'y a pas de protocole en cours non plus. Et en revanche, sur le purpura rhumatoïde, qui est beaucoup plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte, mais qui peut se voir chez l'adulte, eh bien, il y a une étude qui va commencer probablement en fin d'année, qui évaluera la colchicine, mais c'est encore une pathologie qui, quand même, reste assez rare. Les deux principales, vraiment, qui sont l'axe des protocoles, c'est l'artérite à cellules géantes, maladie de Horton, qui est vraiment la plus fréquente des vascularites après 50 ans, et les vascularites à ANCA sur lesquelles on va revenir. Et donc, dans la maladie de Horton, vous avez dû entendre parler peut-être, je ne sais pas si l'association a communiqué dessus, il y a eu l'été dernier une étude qui a évalué un médicament qui s'appelle le tocilizumab, qui s'appelle le Roactemra, son nom on va dire commercial, qui est déjà utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde, et pour lequel il y avait des signaux qui montraient que c'était probablement important dans cette maladie, pour essayer de baisser la cortisone rapidement, puisque la cortisone, comme on vous l'a dit, c'est l'ange à la fois et le démon. Et donc cette étude, elle comparait un schéma, on va dire c'est une étude faite par des Américains, et donc vous voyez que la cortisone était arrêtée à 6 mois, ce qui est quasiment 2 à 3 fois plus vite que ce qu'on fait en France. Et il comparait ce bras de référence avec des bras où on arrêtait la cortisone vite, et où on avait ce fameux médicament, le tocilizumab en piqûre sous-cutanée. Et ce qu'on peut voir, c'est que le groupe, donc ça c'est la survie sans rechute, donc plus la courbe est horizontale, mieux c'est, eh bien on peut voir que quand on avait ce médicament, même si on arrêtait la cortisone très vite, eh bien on rechutait très très peu à 1 an, alors que leurs bras où ils arrêtaient la cortisone très vite, vous voyez que 2/3 des malades avaient rechuté. Donc cette étude, elle voulait dire que on a un médicament, le tocilizumab, qui permet d'arrêter la cortisone très vite, qui permet de rechuter beaucoup moins. Mais là encore, c'est toujours pareil, c'est une histoire de balance bénéfice-risque, parce que oui, on n'a pas les effets secondaires de la cortisone, mais on a mis un nouveau médicament, et comme dit M. Guivin, un médicament qui est très efficace, souvent, il a quand même son lot d'effets secondaires, et c'est vraiment la balance entre les deux qui va faire un petit peu décider les choses. Donc c'est pourquoi aujourd'hui ce médicament il est en attente d'autorisation de mise sur le marché pour cette maladie qui est la maladie de Horton, et que on verra un petit peu quelle est sa place. Il est possible que ça ne soit pas un médicament qui soit proposé d'emblée, parce que c'est le genre de médicament, on sait comment le commencer, mais quand on l'arrête, on voit que la maladie rechute quand même. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des études, et donc les collègues dijonnais, que Raphaël connaît bien, donc l'équipe de Bernard Bonnotte et Maxime Sanson, vont débuter prochainement une étude qui visera à comparer ce tocilizumab au méthotrexate, qui est un médicament que nous en France on avait l'habitude d'utiliser quand la cortisone ne suffisait pas, pour voir un petit peu, après 1 an de traitement, quel sera le bénéfice à la fin. Et donc ça, c'est une étude pour laquelle les patients atteints de maladie de Horton sont très probablement sollicités pour leur demander s'ils sont d'accord pour participer. Et encore une fois, les collègues de Dijon, pour les malades qui sont dits réfractaires à cette maladie de Horton, évalueront dans une étude qui s'appelle ULTRA, un nouveau médicament qui, à l'AMM dans le psoriasis, qui est utilisé très largement, qui se donne en piqûre sous-cutanée,
Et comme ils travaillent beaucoup sur les mécanismes de cette maladie, les collègues dijonnais, eh bien, leurs travaux suggèrent que ce médicament pourrait être intéressant. Donc c'est pour dire que dans cette maladie qui est la maladie de Horton, en tout cas, il y a ces deux protocoles qui permettront d'essayer d'améliorer les choses et pour lesquels les patients seront probablement sollicités. L'autre grand pan des vascularites qui sont concernés par les protocoles thérapeutiques, parce que là encore, les pathologies sont plus fréquentes que les autres, et que l'organisation en réseau et avec l'association fait que la recherche est très efficace et très active en France, eh bien c'est les vascularites à ANCA. Et ce qu'on peut dire, c'est que je ne vais pas revenir dessus, c'est que Loïc Guilvin vous a dit que le rituximab était plus efficace que l'Immurel. Il vous a parlé de Menrit 102, où en faisant à la demande en fonction des paramètres biologiques, on pouvait utiliser 3 perfusions au lieu de 5, avec une efficacité qui était parfaitement comparable, mais avec quand même des questions qui restaient, de savoir est-ce que la dose qu'on donne est optimale. Nous on pense que oui, parce que vous voyez que les malades ne rechutent pas quand ils l'ont, mais les anglo-saxons évaluent un protocole avec des doses 3 fois supérieures. Et là encore, toujours la même chose, cette balance bénéfice-risque qui dit on augmente la dose, on va augmenter les effets indésirables, sans peut-être augmenter le bénéfice puisque les malades rechutent très peu, donc on verra, mais c'est une question qui reste en suspens. Quel est le schéma? Est-ce qu'il faut le donner tous les 6 mois comme certains d'entre vous ont peut-être, ou à la demande? Eh bien, les deux schémas sont équivalents, donc c'est un petit peu au cas par cas. Et est-ce que la durée est optimale? Eh bien, là encore, Loïc Guilvin vous disait Menrit 103, on a continué le traitement 2 ans de plus versus on a mis du placebo, parce qu'on pense, comme il vous disait, que pour les patients qui ont les ANCA antiprotéinase 3, on pense que ce n'est pas suffisant parce qu'on vous a dit qu'ils sont à plus fort risque de rechute. Et c'est pour ça que 18 août, il a dit 2018 et donc septembre, on aura des éléments de réponse et que donc, voilà, l'attitude d'aujourd'hui n'est pas figée parce que l'amélioration est permanente grâce à ces protocoles et à la participation des patients. Alors, c'est cette étude dont parlait Raphaël, c'est qu'est arrivée une molécule qui est vraiment la conséquence des travaux, ce qu'on appelle des modèles précliniques. C'est-à-dire que dans la polyangite microscopique, qui est, on va dire, une des 3 vascularites à ANCA, eh bien, il y a un modèle murin, c'est-à-dire qu'on peut reproduire la maladie chez la souris. Et tout ça est toujours intéressant parce que ça permet d'éventuellement essayer d'améliorer la prise en charge chez la souris avant de passer à l'homme, pour avoir des signaux quand même forts. Et ces travaux chez la souris ont permis de montrer que quand on inhibait une molécule, qui est un récepteur d'une molécule qui s'appelle le C5A, qui est impliqué dans l'inflammation, eh bien on pouvait guérir les souris de la vascularite. Et donc il y a eu une étude qui vient d'être publiée récemment, qui s'appelait l'étude CLEAR, qui était une étude sur un petit nombre de malades, où vous voyez qu'il y avait des patients qui avaient l'avacopan, ce médicament qui est par la bouche, avec un peu de prednisone, de cortencil, ou la dose de cortencil habituelle, mais sans ce médicament. Et cette première phase de l'étude avait pu montrer que quand on donnait moins de cortisone avec cet autre médicament, eh bien l'efficacité, elle était la même que quand on faisait notre schéma classique. Donc ils sont passés à un deuxième stade, ils ont dit bon, on ne va plus donner de cortisone du tout, mais ce médicament qui s'appelle l'avacopan, versus la cortisone classique. Et ce que ça a montré, c'est que eh bien, les deux étaient équivalents et que donc on avait un médicament qui pouvait se substituer à la cortisone et donc avec probablement son lot potentiellement d'effets secondaires spécifiques, mais pas avec les effets secondaires de la cortisone. Et ils ont fait une étude, on va dire un étape 3 dans cette étude, qui a confirmé un petit peu les choses. Et globalement, les effets secondaires étaient un peu les mêmes dans les deux groupes, mais c'était une étude qui regardait qu'à 3 mois, alors que Xavier vous a dit, le problème de la cortisone, c'est le long terme. Donc il y a une étude actuellement en cours, qui est uniquement dans certains centres français, qui s'appelle Advocate, qui est une étude internationale qui inclut 300 patients dans le monde. Ils en sont à 200 patients. Nous, on participe, l'équipe du professeur Bonot participe sûrement aussi, il y a plusieurs centres, et qui vise à comparer, je donne de la cortisone,
classique, ce que vous avez souvent, versus je ne donne pas de cortisone mais un placebo, mais je donne cet autre médicament. Et l'objectif est de voir si on peut passer à une ère où les corticoïdes seraient une ère sans corticoïdes. Pour se passer de tous les effets secondaires dont Xavier vient de vous parler. Alors, donc ça, c'est les études un petit peu en cours. Dans les vascularités en cas, que sont la maladie de Wegener, GPA, et la polyangite microscopique. Pour ceux qui sont atteints du syndrome de Sturge-Strauss, qu'on appelle la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, si certains d'entre vous sont dans la salle, vous savez que la problématique, c'est une maladie qui est très sensible à la cortisone, ça marche extrêmement bien, mais que dès qu'on arrive à des doses de 10 mg ou moins, les symptômes ORL reviennent, l'asthme revient, et donc on est bloqué pour baisser les corticoïdes, et donc c'est probablement la population de patients qui est le plus exposée aux effets secondaires de la cortisone. Et on voit, dans une étude qu'avait fait Maxime Sanson, qui avait repris un peu le pronostic, que vous voyez que la grande majorité reste très asthmatique de manière chronique, ce qui peut quand même avoir un impact sur la qualité de vie. Ils ont une atteinte séquelaire des nerfs qui était liée à leur maladie. Ils ont de l'ostéoporose, beaucoup, effet majeur de la cortisone, le nez bouché, et donc globalement que après des années, eh bien, la plupart restent sous corticoïdes. Et donc jusque-là, on avait des schémas qu'on utilisait avec des immunosuppresseurs dits classiques et malheureusement ne nous donnaient pas satisfaction. Et voilà, et donc on a essayé de passer à une stratégie, on va dire, plus ciblée, c'est ce qu'on appelle ces biothérapies, et donc actuellement est en cours l'étude REOVAS, qui va évaluer le rituximab, parce que M. Guivin vous a dit que le rituximab a été une révolution thérapeutique, mais les patients qui avaient un Sturge-Strauss n'étaient pas concernés par ces études, parce qu'ils étaient mis à part, comme c'est souvent le cas maintenant, on met un peu polyangite microscopique et maladie de Wegener ensemble, et le Sturge-Strauss séparément. Et donc cette étude essaye de voir si le rituximab, qui est validé maintenant largement dans les autres vascularités en cas, est aussi efficace dans le syndrome de Sturge-Strauss. Donc ça c'est en cours. Et également vient de débuter, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas la plaque, l'étude qui est coordonnée par Xavier, qui s'appelle MENRITSEG, qui, le moyen mémotechnique, c'est de se dire que MENRITSEG, ça ressemble à MENRIT-100, et qu'en gros, c'est le MENRIT-100 pour le maladie de Sturge-Strauss, c'est-à-dire que si le patient est en rémission, on va lui proposer soit l'Immurel, ce qu'on fait à l'heure actuelle encore, versus le rituximab en injection tous les 6 mois. Et là encore, c'est une étude qui a débuté il y a très récemment dans le service et pour lesquelles l'ouverture des centres est en cours, et pour lesquels des patients atteints de syndrome de Sturge-Strauss pourraient être proposés. L'autre grande révolution dans cette maladie, parce que clairement c'était un peu le parent pauvre, comme elle est très très rare, du développement dans les vascularites, c'est cette étude qui a été publiée aussi l'été dernier dans la plus grande revue médicale du monde, qui évaluait un médicament qui s'appelle le mépolizumab dans le syndrome de Sturge-Strauss, et notamment les patients qui avaient ces corticoïdes au long cours, cet asthme qui les gênait, ces symptômes ORL qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas baisser la cortisone. Et donc cette étude, le mépolizumab, c'est un anticorps, dès que ça finit en umab, c'est veut dire monoclonal antibody, eh bien il cible une molécule qui s'appelle l'interleukine 5, qui est très importante pour les éosinophiles, qui joue un rôle très important dans cette maladie et dans l'asthme. Et donc, ce qu'a montré cette étude, c'est que vous voyez, quand on recevait du placebo et qu'on regardait l'incidence, la proportion de patients qui allaient obtenir ce qu'on appelait la rémission, c'est-à-dire le fait d'être très bien sans cortisone ou à des toutes petites doses, eh bien vous voyez que le placebo, on n'était pas mieux. Et vous voyez qu'avec ce médicament, en revanche, au bout de quelques semaines, on avait quasiment 30% des patients qui n'avaient quasiment plus de corticoïdes du tout, ce qui était donc très clairement une révolution un peu qu'on attendait dans cette maladie qui malheureusement était un peu celle, à part la cortisone et donc avec tout son lot d'effets secondaires, c'est un peu ce type de molécule qu'on attendait. Donc on va débuter également l'année prochaine dans la foulée du protocole REOVAS, donc c'est vraiment pour dire que dans le Sturge-Strauss, on aura vraiment des solutions, on va dire, à proposer. Et ces études, comme la précédente d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, elles opposent parce que l'objectif d'un protocole, c'est toujours de proposer une stratégie qui est la stratégie qu'on fait, le bras dit de référence, le bras contrôle,
et donc qui est la stratégie qui est recommandée partout en ce moment, versus une stratégie innovante qui se veut être meilleure. Et donc, ça fait que quand on vous dit qu'un protocole où souvent ni le patient ni le médecin ne savent dans quel bras, si vous voulez, quel traitement va recevoir le malade, l'objectif est de ne pas faire perdre de chance, bien entendu, du tout, mais de proposer une stratégie qui se veut celle qui est la stratégie de référence à l'heure actuelle, versus une stratégie qu'on pense être meilleure, mais qui a besoin d'être démontrée comme étant meilleure, pour remplacer petit à petit l'ancien par le nouveau, uniquement si c'est mieux. Et donc cette étude, elle évaluera ce médicament qui a montré des choses très prometteuses chez les patients qui étaient sous des fortes doses de corticoïdes, et bien de savoir si d'emblée, quand on donnera ces médicaments qui bloquent cette molécule, eh bien on ne peut pas leur éviter des années d'asthme, etc. avant de leur proposer, mais que d'emblée, le plus rapidement possible, les patients soient bien avec le moins de corticoïdes possible. Alors les deux autres points sur lesquels je voulais revenir pour les deux protocoles des derniers, donc Xavier a parlé de Ménepsan qui vise à essayer d'utiliser moins de corticoïdes, ou en tout cas de voir quel est le mieux. Eh bien, je vous ai dit, dans les études où ils regardaient quelles étaient les causes de mortalité, il y en avait deux. Il y avait les infections la première année, et surtout les infections respiratoires, et il y avait les risques cardiovasculaires. Et donc il y a une étude qui n'est pas finie, mais pour laquelle il n'y a plus de recrutement de patients, qui était l'étude STADVAS, qui essayait de voir si, à cause de ce surrisque d'encrassement des artères lié à la cortisone et à la maladie, il fallait donner une statine, ces médicaments qu'on donne normalement à ceux qui ont trop de cholestérol, du diabète, de la tension. Mais comme la cortisone est un facteur de risque, eh bien c'était pour voir si de donner un médicament par statine permettait de protéger les patients contre ce risque dont on sait que c'est le risque à long terme. Et l'autre protocole, pour lequel vous serez peut-être sollicité ou vous entendrez parler par l'association tout ça, c'est le protocole dit Pneumovasc qui concerne la vaccination. Alors la vaccination, c'est toujours un sujet sensible en France, parce que bien qu'on soit le pays de Pasteur, qui est quand même le médicament, et comme dit M. Guivin, qui, je ne sais pas si vous le savez, a été président de la commission de transparence, c'est-à-dire c'est celle qui dit, de manière vraiment indépendante des laboratoires, à quel point un médicament doit être remboursé, parce que en fonction de l'efficacité et de l'apport majeur pour la société qu'il est. Et les seuls médicaments qui ont le plus haut niveau de remboursement et tout ça, et qui explosent, entre guillemets, en termes d'évidence, d'efficacité, tous les autres, ce sont les vaccins. Ce sont les seuls médicaments qui ont vraiment un niveau indiscutable. Mais malgré ça, je vous dis, c'est vrai qu'il y a une défiance en France vis-à-vis des vaccins, et ça a été beaucoup alimenté ces derniers temps, avec notamment la question du passage de 3 vaccins obligatoires à 11 vaccins obligatoires. Toujours est-il que on sait que les patients, la première année, ce qui est le plus délétère pour eux, c'est les infections respiratoires avant tout, et qu'aujourd'hui, on a 2 moyens de prévenir ça. On a le vaccin contre la grippe, avec le fait que parfois les prédictions sur le vaccin et les souches, parfois peuvent se tromper plus ou moins d'une année sur l'autre, et c'est pour ça que le vaccin peut être plus ou moins efficace d'une année sur l'autre. Et il y a un autre vaccin, qui est le vaccin contre le pneumocoque, et pour lequel... qui est l'agent numéro 1 des infections respiratoires, et pour lequel eh bien, il y a des recommandations qui disent que quand on donne des immunosuppresseurs, eh bien, il faut faire un schéma dit Prime Boost, c'est-à-dire qu'on fait un premier vaccin qui est le Prevnar, le même qu'on fait aux enfants, et on fait derrière, au moins 2 mois plus tard, eh bien, une injection de vaccin qui était le Pneumo 23, qui maintenant n'est plus le Pneumo 23 mais sera le Pneumovax, parce que le laboratoire a changé. Et ça, c'est le schéma recommandé. Donc c'est ce qu'on devrait vous faire si vous n'êtes pas opposé, parce que c'est juste une recommandation, on ne peut pas obliger les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Mais Mathieu Gros, qui avait dans le service étudié un peu l'efficacité de ce schéma, quand on met les gens sous rituximab, sous corticoïdes, eh bien avait vu que l'efficacité de ce schéma, et comme disait M. Guivin, c'est très faible. C'est très faible parce que... le moment où les patients doivent être le plus protégés, c'est le moment où on doit, entre guillemets, le traiter le plus lourdement. Donc c'est pour ça qu'il y a ce protocole qui vise à utiliser des doses plus fortes de vaccins, initialement, pour que, d'un côté, c'est pas parce qu'on tape plus fort et que le vaccin doit être efficace, vu que c'est là qu'on en a le plus besoin, pour essayer d'avoir une efficacité plus importante. Et donc ça, c'est l'essai Pneumovasc,
qui est en cours, également, qui vient de débuter il y a environ 1 mois, et qui visera à essayer de protéger mieux les patients. Donc voilà, donc vous pouvez voir que dans la maladie de Horton, l'artérite à cellules géantes, il y a des schémas qui essayent d'évaluer quel est le meilleur médicament pour épargner en cortisone, mais aussi un protocole qui vise à essayer chez les patients pour qui on est un peu en échec, eh bien, de nouvelles thérapeutiques. Et dans les vascularites en cas, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les schémas d'épargne cortisonique avec notamment le protocole Advocate, où on essaye quasiment de ne plus avoir de cortisone du tout. Il y a les schémas qui évaluent la durée optimale de la cortisone, dont l'essai français MENEPSAN dont Xavier a parlé. Il y a un essai américain qui s'appelle TAPIR. Il y a des schémas qui essayent de définir quelle est la meilleure durée, la meilleure dose de rituximab pour que les patients rechutent moins. Et puis il y a des protocoles pour que les patients fassent moins les complications de la cortisone, que sont les 2 principaux problèmes, que sont la prévention infectieuse la première année et la prévention cardiovasculaire sur le long cours. Et enfin, pour les patients qui avaient été atteints de Churg-Strauss et qui malheureusement étaient un petit peu moins concernés jusque-là par les innovations thérapeutiques, là pour le coup on est vraiment à l'aube de rattraper le retard, parce qu'en France, coup sur coup, vont conduire 3 études visant vraiment à améliorer les choses, et ça sera les 3 seules études dans le monde, parce que, encore une fois, ce réseau qu'a créé M. Guivin avec la collaboration de tout le monde, de l'association, des centres, etc., et des patients, fait que, eh bien, même si on est entre guillemets un village gaulois à l'échelle du monde, eh bien, quand les choses sont bien organisées et que les médecins collaborent ensemble et que les patients et les médecins collaborent ensemble, ça fait que dans des maladies très rares, eh bien, on peut conduire des études. Donc voilà un petit peu, c'était pour vous montrer un peu un aperçu de ce qui se fait. Donc vous voyez que beaucoup de choses se font, on aimerait faire plus, mais parfois il y a une limite financière parce qu'un protocole thérapeutique, c'est en gros un financement qui va de 1 million à 1 500 000 euros. Quand on dit le déficit de la Sécu, tout ça, voilà, donc on a la chance d'être un pays pour lequel on peut quand même encore faire de la recherche comme ça. Mais comme c'est des maladies rares, parfois les laboratoires ne sont pas toujours intéressés pour financer, et donc c'est pour ça que on est quand même bien lotis. On ne se plaint pas, mais en fait on a plus d'idées que ce qu'on aimerait pouvoir faire en pratique. Mais bon, donc voilà un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces protocoles, sur les innovations thérapeutiques. Merci.